c'est dingue. Mais Johan Zarco, c'est lui qui va le faire. C'est lui. Il est sorti du dernier virage et il s'impose au Grand Prix de France 2025. Johan Zarco, merci. Merci, bravo. Cette fille est immense. Pauline Ferrand-Prévot à 400 mètres. Elle savoure. Moment historique. Pauline Ferrand-Prévôt remporte le Tour de France 36 ans après Jeannie Longo. Alors Laurent, elle est pas belle la vie. Tout de suite, le Campus Sport Club, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs, auditrices du Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve pour une nouvelle heure d'émission ce mardi soir à parler sport dans ce nouvel épisode du Campus Sport Club. J'espère que vous allez très très bien. Avec moi en studio, en ma compagnie très charmante pour revenir sur tout ce qui s'est passé depuis ces quelques jours qui ont été très très riches. Il y a Baptiste, ma gauche. Le supporter sang et or qui a bien profité, je crois, dimanche à Bollard. Oui, j'ai bien profité, j'ai bien vibré et je pense déjà à la suite, on se projette déjà. Donc hâte de suivre les prochains matchs et hâte de détrôner le fameux Paris Saint-Germain dont on nous promet monts et merveilles. Et peut-être faire mieux que 2022-2023 où Lens avait fait deuxième. Face à moi, il est là pour vous conter une histoire tout à l'heure dans l'émission, une histoire vieille de 50 ans. On n'en dit pas trop tout de suite. Arthur, bien sûr, comment tu vas ce soir? Ça va très bien, j'ai eu un samedi un peu plus difficile devant le 15 de France, mais je m'en suis remis depuis. C'est vrai? Ouais. Des petites larmes, petite pensée à Théo aussi, je pense qu'il a dû aller de sa larme, effectivement. Oui. Et heureusement qu'il y a eu le Strade Bianche qui m'a réconforté avec mon samedi. Ah oui, mais c'est bon, vive l'Italie de toute façon. Et pour finir ce tour de table, Loïc à ma droite. Comment tu vas, toi? Moi, plutôt un bon week-end. J'ai vibré pour ma part à Pierre Mauroy devant un magnifique but d'Avomeboum qui m'a illuminé ma fin de week-end. Ah ouais? Moi aussi, ça m'a illuminé. En parcage, je l'ai orienté, on s'est bien marré, ouais. Eh oui, c'est vrai, pardon, c'est pour... Oui, voilà, je fais la liaison, tout simplement, je vais en parler dans un instant. On va revenir sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps, ce jour aussi, et effectivement, on va faire le tour des résultats, tout simplement, dans le CSC. Si vous avez manqué les résultats de la semaine dernière, contrôle surprise dans le Campus Sport Club. Et si ça vous avait peut-être échappé, ce soir, il y avait du football. C'était le retour, entre guillemets, de la Ligue des Champions. C'était les premiers huitièmes de finale retour, avec 4 matchs au programme, la moitié de ces huitièmes de finale. Pour celles et ceux qui auraient manqué cet épisode, petit retour sur des scores qui sont à la fois immenses et riches en buts d'un côté et assez pauvres et très serrés de l'autre. Tout simplement puisque le Bayern Munich, par exemple, est allé s'imposer ce soir 6-1 sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, avec notamment un doublé et une passe décisive pour notre Français Michael Olise. Il y a aussi une rencontre riche en buts du côté de Madrid, victoire 5-2 des Colchoneros face à Tottenham, avec là cette fois doublé et passe décisive pour Julián Álvarez, sans compter aussi le but et la passe de Antoine Griezmann pour les Madrilènes. Et dans les autres rencontres, c'est Newcastle et Barcelone qui se sont quittés sur un score égal, un partout. But de Harvey Barnes à la 86e, pourtant pour les Magpies qui pensaient tenir leur victoire à l'aller. Et finalement, le FC Barcelone qui a profité d'un penalty donné au bout du temps additionnel à la 90e plus 6, transformé par Lamine Yamal. Les deux équipes donc devront régler ça au match retour au Camp Nou. Et en début de soirée, c'est Galatasaray qui l'a emporté sur le plus petit des scores, 1-0, but de l'ancien Marseillais Mario Lemina, pour donner l'avantage à Galatasaray avant ce match retour. Petite question et très simple. J'ai l'impression que pour Barcelone et pour l'Atlético Madrid, il n'y a plus beaucoup de suspense. Quels sont par contre vos pronostics quant au possible match retour, notamment ce qui concerne Newcastle-Barcelone ou Galatasaray-Liverpool? Galatasaray-Liverpool, ça va dépendre de si Liverpool affiche un gros niveau de jeu à Anfield. Ils sont quand même assez irréguliers cette saison. Et ça dépend aussi, je trouve, de la gestion de Galatasaray qui parfois fait des gros matchs comme ce soir et parfois craque un peu.
Donc c'est à voir. Et l'autre match, c'était quoi déjà? Newcastle-Barcelone. Ouais, je pense que Newcastle, au Camp Nou, c'est dur. Hein. C'est ça. Newcastle, on sait qu'en général, à domicile, ils sont très très compliqués à jouer. Mais même pas forcément au Camp Nou. Dans des stades plus abordables, c'est tout de suite moins costaud. Donc je pense que malheureusement, ça passera pas pour Newcastle. Là aussi, sceptique pour Newcastle, pour les Magpies. Sceptique pour Newcastle, mais ça va être compliqué pour le Barça, je pense. Enfin, là déjà, l'aller sur ce qu'on a vu, même si c'était chez eux, ils ont quand même mené à vie dure à Barcelone. Donc attention quand même au retour, je serais pas si tranché que ça sur une victoire. Voilà. Tu peux penser aussi à un match serré qui peut. Oui, il y aura un match serré. Je pense, comme Loïc l'a dit, que Barcelone va s'imposer. Mais je pense que ça sera plus serré que ce qu'on attend, que ce qui est prédit pour l'instant. Et Galatasaray-Liverpool, même avantage Galatasaray pour l'instant au score. Est-ce que Liverpool peut renverser la situation, Arthur, à Anfield? Pour moi, ouais, il y aura pas trop de difficultés à Anfield. Et exactement, je suis d'accord pour Newcastle, qui selon moi aurait absolument dû gagner le match aller s'il voulait espérer quelque chose sur la double confrontation. C'est vrai, c'est ce qu'on disait un petit peu là aussi. Je remonte un peu dans le temps, on reste dans le football, on va parler de notre très cher Ligue 1. C'était le week-end dernier, la 25e journée qui se disputait sur les pelouses françaises, et avant l'Europe, le Paris Saint-Germain a déjoué contre Monaco vendredi soir. Les Parisiens se sont inclinés 3-1 à domicile. Les Monégasques, eux, ont pu prendre leur revanche après leur élimination en barrage de cette même C1, contre ces mêmes Parisiens. Une belle occasion pour Lens, je me tourne vers Baptiste, saisi dimanche en disposant facilement de la lanterne rouge Metz 3-0 à Bollaert. Une domination sans partage des 100 et or à domicile qui s'est concrétisée juste avant et juste après la pause. Saoud Abdelhamid, d'une belle volée, a ouvert le score à la 44e minute. Florian Thauvin, sur le coup d'envoi la seconde période et après 9 passes seulement, a doublé la mise. Puis Amadou Haïdara, en combinant avec Mathieu Hudel, a mis fin au suspense. Même jour, même région, Lille a pensé tenir le bon bout dimanche et une 3e victoire de suite en championnat contre Lorient. Mais le LOSC a perdu 2 points et concédé le nul 1-1 à la dernière minute. Une magnifique frappe, comme le disait Loïc, des 25 mètres du Lorientais Arthur Avom, venu se loger dans la lucarne droite de Berkehauser, qui a climatisé Pierre Mauroy à la 90e plus 3. Les Dogs avaient pris, eux, les devants depuis la 65e minute et un lob bien avisé de Mathias Fernandez Pardo. Les Lillois ont donc perdu leur 5e place au profit de Rennes, impitoyable pour le retour de son entraîneur Franck Hez sur le terrain de Nice. Succès 4-0 net et sans bavure des Bretons. 2 buts en première période, 2 buts après la mi-temps. Et enfin, dans la lutte des Olympiques pour la 3e place de la Ligue 1, synonyme de Ligue des Champions, Marseille est revenu à hauteur de Lyon après que les Lyonnais ont été tenus en échec 1-1 dimanche soir en clôture de cette 25e journée face au Paris FC. Dominateur en première période, l'OL a souffert au retour des vestiaires et concédé logiquement l'ouverture du score signé Marshall Mounetsi. Lyon s'en est remis à ses 2 plus gros atouts, Corentin Tolisso et un penalty, donné à la 90e plus 6 et transformé par le capitaine rhodanien. Un partage des points qui a quand même arrangé l'OM, tombeur de Toulouse samedi soir sur le score de 1-0 au Stadium. Le seul but de la rencontre est signé Mason Greenwood, son 15e en Ligue 1 cette saison, qui fait de lui, pour l'instant, le seul meilleur buteur du championnat. Quelle est la rencontre que vous retenez le plus, en dehors de celle à laquelle vous avez pu assister au stade? Allez, quand même, on triche un peu. Est-ce que quand même cette défaite 3-1 de Paris en ouverture, est-ce que ça vous a tant surpris? Je vais poser la question différemment. Si, ça m'a surpris, mais après, Loïc, je pense qu'il me contredira pas sur ça, mais c'est toujours dur pour le PSG de jouer Monaco. C'est vraiment une équipe, c'est un peu la bête noire, même si c'est un grand mot du Paris Saint-Germain. C'est toujours une équipe chiante à jouer, donc voilà. Surtout en ce moment, en plus, ils sont dans une grosse forme. Je crois que c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Oui, il y a eu un vrai regain. Donc, il y a eu un vrai regain. On pensait qu'avec Pocognoli, ça allait tomber finalement. Ça n'avait pas encore pris, en fait. Il fallait laisser 1, 2, 3 mois. Et il y avait eu 9 matchs de suite sans la moindre victoire. Il fallait laisser vraiment beaucoup de temps avant de voir vraiment très peu de choses, je trouvais. Mais là, vraiment, leur victoire à Lens, sortie un peu du chapeau, les a vraiment relancés. Donc non, moi, ça m'a pas étonné parce qu'ils sont allés s'imposer à Lens. Et ensuite, leur double confrontation face au PSG a été un peu pourrie à cause de carton rouge. Mais là, à 11 contre 11, on savait qu'en fait, ils pouvaient faire le match et que on a bien vu qu'il y avait une opposition même dans ces barrages de Ligue des Champions. Donc franchement, ça m'a pas trop surpris avec un Paris Saint-Germain qui est vraiment décevant
depuis quelques semaines et qui avait peut-être un petit peu la tête à Chelsea, un Monaco revanchard de ce barrage. Donc j'ai pas été extrêmement surpris, mais plutôt agréablement quand même si je devais être surpris, parce que ça relance un peu quand même notre championnat de France et c'est toujours agréable, je trouve. Exactement, point classement. Paris n'a plus qu'un point d'avance justement sur Lens en tête de la Ligue 1. Marseille et Lyon sont 3e et 4e à égalité avec 46 points chacun. Rennes, nouveau 5e, devance de 2 points le LOSC, sous la menace de Monaco qui est juste derrière, 7e à 1 point des Dogs. Et en bas de tableau, toujours une petite longueur d'avance pour Nice malgré ses lourdes défaites. Les Aiglons sont à 5 points devant le barragiste Auxerre avec 19 points et 7 sur Nantes qui est le premier relégable qui est 17e avec 17 points. Et un bref passage en arrière aussi pour vous souligner que on parlait notamment de Lens qui s'est aussi qualifié jeudi soir pour les demi-finales de la Coupe de France, qui a rejoint Toulouse, Nice qui l'avait eux aussi emporté au tir au but, et Strasbourg avant eux mardi qui s'était qualifié. Les Lensois recevront Toulouse le 21 avril et Strasbourg accueillera Nice le 22 avril pour connaître ensuite l'affiche de la finale. Allez, on change de sport, on en termine avec le football, on parle un peu de rugby et d'Ovalie. C'est évidemment en ce moment le tournoi des 6 nations qui bat son plein et l'équipe de France a connu un sacré coup d'arrêt, un gros choc derrière la tête en 7 ans, fait battre 50-40 sur le terrain de l'Écosse samedi à Murrayfield, de 12 essais, je fais le calcul dans ma tête, 12 essais au total sur cette rencontre. Il y avait 19-14 à la pause en faveur des Écossais et il y a eu ensuite au retour des vestiaires un passage à vide immense de 20 minutes, fatal aux Bleus, 47-14 affiché le tableau à la 63e minute. 4 essais tricolores ont sauvé les meubles en toute fin de match et ont permis de prendre le point du bonus, un point qui va compter. Dans la même journée, ensuite, l'Italie est allée signer un succès historique 23-18 à domicile face à l'Angleterre. C'est la dernière nation, l'Angleterre, que l'Italie n'avait pas encore battue jusque-là dans le tournoi Destination. Et grâce à un essai transformé à la 72e minute pour faire exploser le Stadio Olimpico de Rome. Et dans la 3e rencontre de ce 6 nations, c'était vendredi soir, l'Irlande est venue à bout du Pays de Galles, 27-17, succès salvateur pour l'Irlande qui peut encore jouer la victoire finale. Les Pays de Galles, eux, est bien partis pour être bon dernier avec cette 4e défaite. L'Écosse est donc revenue à égalité de points avec la France à 16 en tête de ce tournoi Destination. Les Bleus sont devant la différence de points pour l'instant. Obligation donc de faire aussi bien que les Écossais. La dernière journée, c'est ce week-end. L'Irlande est en embuscade avec 14 points, donc 2 points derrière ce duo de tête. Est-ce que pour vous, ça sent un peu le roussi ou pas avant le crunch? Il va attendre nos Français. Bah, je pense pas. On a vu que l'Écosse, ils étaient vraiment costauds sur ce tournoi. Enfin, ils sont montés en puissance. Et là, je trouvais que oui, la France s'est passée à côté, mais l'Écosse a vraiment mis une intensité à domicile. Ils ont vraiment été impressionnants. Après, c'est vrai que défensivement, on était méconnaissables. Mais je pense que le regain qu'on a eu un petit peu sur la fin de match, il annonce. C'est un point, le point pour le bonus offensif. Je dis important parce qu'il se retrouve à égalité et on n'est pas dépendant. Sans ça, on n'avait plus notre destin entre nos mains, c'est ça. Oh oui. Et donc ça aurait été terrible après le tournoi qu'on faisait. Et donc non, je pense que ce regain-là et le fait de reprendre notre destin entre nos mains, il va nous relancer. On va être à domicile dans le match souvent le plus attendu des 6 nations, qui est le crunch. Face à des Anglais qui sont en plus très moyens pendant ce tournoi. Donc non, je me fais pas trop de soucis, même si c'est vrai que on était vraiment étonnés, notamment Dupont était à l'image du 15 de France. C'est rare qu'on le dise, mais mauvais match d'Antoine Dupont, ça arrive. Franchement, la rentrée de Baptiste Rhin fait la différence, et c'est rare aussi qu'on le dise par rapport à Dupont, quoi. C'est vrai tout à fait. On va aller reprendre des couleurs, on va aller chercher le soleil du côté de la Californie américaine, direction le Masters 1000 d'Indian Wells en tennis, avec des matchs qui se disputaient aujourd'hui. C'était les premiers 8e de finale hommes et femmes du tournoi, et notre Français Arthur Fils ouvrait le bal et s'est qualifié en quart de finale en disposant du Canadien Félix Auger-Aliassime 2-7 à rien. Le Français a pris sa revanche d'ailleurs, puisque Félix Auger-Aliassime l'avait battu il y a quelques semaines à l'ATP 250 de Montpellier. La Californie a aussi souri ce soir au numéro 4 mondial, l'Allemand Alexander Zverev, tombeur il y a quelques minutes de l'Américain Francis Tiafoe 6-3, 6-4. Zverev et l'ensemble du top 4 mondial, j'y arrivais, avec Carlos Alcaraz, Yannick Sinner et Novak Djokovic, sont pour l'instant
l'instant toujours en lice dans ce tournoi. C'est quasiment le même constat que l'on fait du côté des femmes, avec toujours du côté de Coachella, pas eu de suspense finalement entre la Bélarusse Aryna Sabalenka et la japonaise Naomi Osaka ce soir. Victoire 6-2, 6-4 de la numéro 1 mondiale, qui est la première qualifiée en quart de finale. Sabalenka et quasiment l'ensemble du top 7 est encore engagé dans cette compétition. Seule Coco Gauff, la numéro 3 mondiale, a dû abandonner au tour suivant et donc n'est pas présente. La suite de ces huitièmes de finale, c'est en cours et pendant la nuit, donc on en saura un peu plus la semaine prochaine quand on aura surtout nos vainqueurs-vainqueuses du tournoi. On change de sport mais de raquette, on réduit un peu la taille, on passe au tennis de table avec le WTT Champions de Chongqing aussi qui a démarré aujourd'hui, le deuxième des 6 WTT Champions de l'année. Les premiers matchs ont vu 3 Français en lice aujourd'hui avec la victoire du numéro 1 tricolore Félix Lebrun qui n'a fait qu'une bouchée du Nigérian Quadri Haruna 3-7-0, mais les licenciés du CTT Bruille côté de Douai, Flavien Coton et Thibaut Pourré ont chuté d'entrée. Coton battu par le chinois Wen Ruibo 3-7 à rien. Et Thibaut Pourré, lui, a tenu bon jusqu'au 5e set, mais a dû s'incliner face au sud-coréen Jenyun Han. Jenyun Han qui sera du coup l'adversaire de Félix Lebrun tout simplement au prochain tour de ce WTT Champions. Et il faudra attendre demain donc pour l'entrée en liste d'Alexis Lebrun chez les messieurs ou de la française Jianan Yuan dans le tableau femmes. Allez, on change encore de disquette, on se dirige vers nos sports d'hiver puisque le soleil revient, mais tant qu'on a de la neige, on a de la compète. Début réussi pour la France en Italie pour les Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026. Grâce aux performances du jour, elle totalise 8 médailles et 2 titres. Le champion en titre du combiné, le skieur Arthur Bauchet, a conservé sa couronne olympique cet après-midi. Après sa médaille d'argent sur la descente dimanche, il a donné une deuxième médaille d'or au groupe bleu-blanc-rouge après celle de Cécile Hernandez hier. Elle était sacrée, comme en 2022, en para-snowboard cross. Mais la petite star des Bleus en ce moment, elle s'appelle Aurélie Richard. C'est la benjamine de cette équipe de France. Elle a 20 ans. Elle a décroché la 2e place aujourd'hui du combiné en ski alpin, en para-ski alpin. Et elle réalise ainsi un triplé argenté pour l'instant dans ses Jeux. Elle a aussi pris l'argent et la 2e place lors de la descente et du Super G. Benjamin Davier a lui participé à la fête aujourd'hui en décrochant sa 11e médaille aux Jeux paralympiques après sa 3e place sur le sprint en ski de fond. Et enfin, hier, Jules Segers avait lui aussi obtenu la médaille de bronze en ski alpin lors du Super G. La France est 6e avec ses 8 médailles dans un classement dominé par la Chine avec 23 médailles déjà et 9 titres olympiques. L'objectif fixé, je le rappelle, par le ministère des Sports français, c'est un top 4 et 18 médailles. J'avais juste une petite question pour vous, c'est par rapport à l'engouement que vous pouvez donner et ce qu'on a pu suivre, nous, de notre côté, aux Jeux olympiques. Est-ce que honnêtement, qu'est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce que vous regardez de ces Jeux paralympiques? Est-ce qu'on n'est plus dans un contexte de vacances? Je ne sais pas si ça vous impacte. Je voulais ça impacte vachement quand même. Après, on peut plus se mettre devant la télé à 14h. Ouais, c'est ça. Après les vacances de février, là, c'était pas trop, pour Baptiste et moi, c'était pas trop vacances, mais ouais, c'est vrai que ça impacte pas mal. Et surtout qu'on en entend quand même moins parler. C'est peut-être triste parce qu'il y a vraiment des épreuves qui sont impressionnantes. Moi, dès que je me branche un peu, je trouve ça quand même assez dingue. Mais c'est vrai que moi, j'ouvre mes réseaux sociaux ou même mon téléphone, j'ai rarement une notif sur les Paralympiques. Donc j'ai moins ce réflexe de les regarder, mais quand je regarde, c'est assez intéressant. Ouais. Complètement pareil, je regarde très peu de compétitions, mais je suis quand même les résultats et les médailles du jour en fin de journée. Surtout française, j'imagine. Oui, surtout française. On s'aventure un peu moins sur ce que peuvent faire les étrangers, on a moins de noms en tête aussi. Et le biathlon est pas. Ouais, voilà. Là, c'est pas autant. Ouais, et puis je pense que c'est, là, surtout, le principal diffuseur, c'est France TV. Et à chaque fois qu'on voit des extraits de médailles, c'est surtout des Français. Et on n'a pas vraiment, l'opportunité de voir des athlètes comme on peut voir aux Jeux Olympiques. On suit, mais de loin. Je pense à Kléber, par exemple, où il y a eu quand même une couverture quand même sur Kléber aux Jeux Olympiques. Et là, on suit, mais un peu à distance. Enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas vraiment de grosses informations. Donc, ouais. Allez, j'allais évoquer dans la foulée pour enchaîner le biathlon et l'étape de Compte-sur-Larty, mais on y reviendra tout à l'heure puisqu'on va en faire notre petit débat du soir. On va parler de la fin de saison de Coupe du Monde de biathlon puisque ça a repris le week-end dernier avec l'étape en Finlande. Je vais sauter directement donc au cyclisme pour finir ces résultats puisque le vélo est de retour au premier plan et ses stars aussi. Il y a 2 courses à étapes en cours cette semaine pour continuer à garder le rythme. À commencer par Paris-Nice, c'était aujourd'hui la 3e étape de la course au soleil avec un contre-la-montre par équipe.
trip entre Caunes-Cours-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire, je connais super bien. La victoire est revenue à la formation Ineos Grenadier, la nouvelle équipe du Français Kevin Vauquelin, qui est engagé sur ce Paris-Nice. Ils ont devancé de 2 secondes les Lidl Trek et de 11 secondes Decathlon CMA CGM. Et au général, c'est l'Espagnol Juan Ayuso qui est le nouveau leader de la course, le leader de Lidl Trek, qui devance de 2 et 3 secondes les Ineos Grenadiers que sont Kevin Vauquelin et Oscar Onley. Dans l'autre course à étape de la semaine, sur le Tirreno Adriatico, un non clinquant a remporté cet après-midi la 2e étape, un certain Mathieu Van Der Poel, très peu connu dans le coin. Le Néerlandais l'a emporté au sprint à San Gimignano devant le Mexicain Isaac Del Toro, nouveau détenteur lui du maillot bleu leader, et de l'Italien Giulio Pellizzari qui est 3e de l'étape du jour et 2e pour l'instant au général. Le meilleur français est pour l'instant Julien Lafilippe qui existe encore, qui est 16e à 51 secondes. Et je finirai avec toujours une course qui s'est passée chez nos voisins transalpins pour revenir sur le premier grand moment de la saison 2026, sur les Strade Bianche dont parlait Arthur, le théâtre d'un premier duel appelé à revenir dans la saison entre le Slovène Tadej Pogačar et le crack tricolore Paul Sexas. Alors le champion du monde a certes gagné la course, sans partage et en totale démonstration. Une attaque à 80 km de l'arrivée et une avance allant jusqu'à 2 minutes ont fait le boulot. Mais Paul Sexas, du haut de ses 19 ans, a montré l'étendue de son talent et était le seul à tenir tête dans la roue du champion dans les premières secondes de son attaque. Champion du monde qui en a remis une couche pour faire cavalier seul et laisser Paul Sexas s'expliquer avec Isaac Del Toro. Et Paul Sexas et Del Toro se sont réglés dans le final et en patron, le Français a déposé le Mexicain dans les rues de Sienne pour franchir seul la ligne d'arrivée et finir 2e de cette course. Arthur, c'est quoi tes sensations à quel point tu as suivi aussi l'attaque, la contre-attaque, la course de Paul Sexas? J'ai mixé un petit peu avec le rugby. Quand j'ai vu que ça se passait pas très bien sur le rugby, je suis retourné sur le Strade Bianche. Et ouais, je me suis rapidement dit que l'objectif pour Sexas, c'était de faire top 2. Donc objectif réussi. Avec la belle performance de Romain Grégoire aussi à noter, qui fait 4e de mémoire. 4e, et on a du coup en 2e et 4e les vainqueurs de l'Ardèche et de la Drôme Classique. Là-dessus, Sexas Pogačar, est-ce que tu t'attends à ce que ça se renouvelle, ce genre de duel dans la saison? Oui, à ce même degré en tout cas. Après, c'est encore trop tôt pour se prononcer sur un duel qui sera vraiment équilibré à la Vingegaard-Pogačar. Il y a plus avantage à Pogačar en ce moment, mais cette saison, ça va être compliqué pour lui de rivaliser. Lui-même l'a dit sur les Strade Bianche, il a dit j'ai tenu quelques kilomètres, mais après c'était pas possible. Lui-même Pogačar n'était pas au maximum, donc ça va être compliqué pour lui de tenir. Après, bien sûr, on va avoir des duels Paul Sexas Pogačar. De toute manière, il a l'air d'être au-dessus de tout le reste du gratin du peloton, donc à voir. À voir. Surtout que voilà, c'était les deux gros noms et donc là on va surveiller le calendrier, surtout les états de forme de chacun pour voir dans les prochaines semaines. On est toujours dans la période des classiques, on a Paris-Roubaix. Paul Sexas ne sera pas sur Paris-Roubaix. Et Pogačar lui a coché, mais on aura Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, on aura aussi du beau monde. Ça n'y manquera pas. Voilà, merci messieurs pour ce tour des résultats. Il y avait aussi ce week-end, c'est comme ça que je vais justifier cette première pause musicale du soir, le semi-marathon de Paris. Je ne sais pas si vous aimez aller courir ou pas. Si. Et ça m'a rappelé une parodie de chanson sur laquelle j'étais tombé. J'ai peur. C'est une chanson qui a été faite par nos amis suisses d'une émission qui s'appelle Trail, qui est une parodie de Ciel. Je vous laisse écouter, c'est génial. C'était Gims à l'instant, enfin une parodie de Gims de la chanson Ciel avec Trail, une parodie que je vous invite à aller chercher aussi sur les réseaux. Le clip est plutôt marrant. On est de retour en direct dans le Campus Sport Club pour parler de sport de vrai cette fois. Après les résultats, on va faire le tour de l'actu avec Baptiste et les news. Un cours sur l'actualité sportive, le CSC est là pour vous rappeler les news de la semaine. Avec du football pour commencer, une actu chaude qui est tombée ce soir. Ça y est, c'est officiel. On a un nouveau nom sur le banc du FC Nantes, Baptiste. Encore un changement de coach pour les Canaries. Le FC Nantes se sépare pour la 2e fois cette saison de son entraîneur. Après avoir remercié Luis Castro au mois de décembre, c'est Ahmed Kantari qui prend à son tour la porte ce mardi. Arrivé mi-décembre au club, quelques jours seulement avant un autre derby face aux Angevins, le tacticien de 40 ans aura donc passé 3 mois sur le banc. Son bilan comptable est catastrophique
avec seulement 2 matchs gagnés sur 10 en championnat et donc 8 matchs perdus. L'ancien joueur lensois est remplacé officiellement par Vaïd Halilhodžić, qui est un ancien de la maison. Donc jusqu'à la fin de saison, ça fait un résultat pour Nantes de 18 coachs en 10 ans, ce qui est quand même énorme. Autour de la table, j'avais une question. Que doit-on attendre de Nantes pour cette fin de saison avec l'arrivée du nouveau coach? Plus de défaites. Qu'est-ce qu'on doit Plus attendre de défaites. Plus de coach, moins de défaites. Moins de coach, plus de défaites. Bah, franchement, moi j'attends plus grand chose de cette équipe. Je pense que ce qu'on doit attendre, l'objectif, c'est ça. C'est juste déjà d'obtenir d'abord, je pense, une place de barragiste. Oui, parce que même le maintien. Je pense que le maintien, non, il faut vraiment viser cette place de barragiste, je crois. Non, mais Nantes, c'est franchement, Dieu merci, je suis pas supporter nantais parce que ça doit être épuisant. Il y a pas de projet, il y a pas de. C'est 18 coachs en 10 ans, je crois. J'ai vu ça ce matin. Il vient de le dire. Tu l'écoutes. C'est moi qui lui ai soufflé l'info tout à l'heure. Merci Loïc pour l'info. En plus. Merci Loïc pour l'info. Donc non, 18 coachs en 10 ans. Je trouve que tout est résumé dans cette stat. Il y a pas de projet. Les Kita font un peu n'importe quoi. Il y a un ras-le-bol des supporters. Enfin, il y a plus rien qui va. Donc j'espère vraiment pour ce club historique breton. Ils vont avoir un enchaînement là, surtout. Début avril, je viens de revérifier le calendrier. 5 avril contre Metz et 11 avril contre Auxerre. Donc c'est les 2 matchs peut-être pour le maintien. Après, à la limite, tant mieux, quoi. Face à Metz. Ouais, mais il faut vite se préparer, il faut vite se mettre en jambe. Il y a une petite trêve internationale en lot, mais. Sachant qu'ils vont au PSG dimanche. Donc ils prendront pas des points ce week-end. Non, ils ont décalé le match, non? Non, ils ont décalé. Ah oui, c'est vrai. Ils ont décalé ce match et donc eux, ils ont plus de temps de repos. Halilhodžić a plus de marge de manœuvre. Par contre, ça reçoit Strasbourg fin mars avant la trêve internationale. Mais bon, ce sera peut-être pas pour une victoire ou prendre des points, mais au moins se roder et ensuite on visera Metz et Auxerre. À mon avis, ça va se jouer là-dessus. Voilà, on va faire toujours du football. On va faire un grand détour. Baptiste, il y a une folle histoire aussi à nous raconter du côté des États-Unis. On va traverser l'Atlantique Nord du coup pour les États-Unis. 2 joueurs de Major Soccer League ont été suspendus à vie par le championnat américain. Il s'agit de Yo Yeboah, donc qui est passé par le LOSC, et Derrick Jones. D'après le communiqué officiel de la MLS publié hier, il est reproché aux 2 joueurs d'avoir parié en 2024 sur un carton jaune de Derrick Jones. Ce dernier avait reçu le fameux carton et la MLS avait jugé que la sanction n'avait pas impacté le sort de la rencontre. D'autres paris faits en 2025 ont été retenus pour opter cette lourde sanction. On reste dans les sanctions, mais alors là, c'est dans d'autres proportions aussi. Ça s'est passé au Brésil. Oui, là, ça prend beaucoup plus une autre dimension avec une violente bagarre générale qui a éclaté ce dimanche au Brésil dans les dernières minutes de la finale de l'État du Minas Gerais, remportée par le Cruzeiro face à l'Atlético Mineiro. La bagarre a duré plusieurs minutes malgré la présence d'agents avec des échanges de coups répétés entre les joueurs des 2 camps. Résultat du match, l'arbitre de la rencontre, Matheus Candansan, a expulsé 12 joueurs de Cruzeiro et 11 de l'Atlético, dont Hulk, ancienne star du FC Porto, et l'ex-marseillais Renan Lodi. Seulement 2 joueurs étaient en jeu, tout le reste était sur le banc. C'est donc un record historique pour le championnat brésilien avec 23 cartons rouges distribués. Le précédent était établi à l'occasion d'un match amical, je crois même en 1954. Ah oui, donc ça remonte. Passons maintenant à une actualité un peu plus joyeuse. En rugby, le 15 de France connaît déjà son parcours pour le tournoi des 6 Nations 2027. Les hommes de Fabien Galtier débuteront la compétition le samedi 6 février à 17h40 contre le Pays de Galles à Saint-Denis du coup. Direction Londres pour le crunch lors de la 2e journée en février. Puis les Bleus retrouveront leur public du Stade de France à l'occasion de la réception de l'Écosse le dimanche 21 février. Les Français se rendront ensuite à Rome pour affronter l'Italie le week-end du 1er mars, le premier week-end de mars, avec l'espoir de faire le plein de confiance avant l'ultime rencontre prévue à l'Aviva Stadium pour ce qui pourrait ressembler à une finale contre les joueurs du Trèfle le samedi 13 mars, épilogue de ce tournoi forcément très attendu à 6 mois de la Coupe du Monde en Australie. Je voulais vous poser encore une autre question autour de la table. Est-ce que vous pensez que c'est un bon programme pour les Bleus? Enfin, qu'en pensez-vous de ce programme Destination? Qui est, du coup, pour faire un constat rapide et simple, l'exact inverse de ce qui est fait. Je demandais à un collègue qui suit l'équipe de France auprès de la Voix du Nord et il me dit que c'est vrai que ça fait plusieurs années où ils adoptent ce schéma simple binaire de 0-1, d'inverser ou pas. Et je trouve que c'est un peu, ça avait un peu truqué une certaine, enfin, toujours du coup aller vers les mêmes et du coup recevoir les mêmes. Je suis pas certain que ce soit un modèle, moi je trouve très
Je parle en dehors du planning en tant que tel. Je suis d'accord. C'est un peu frustrant même pour des équipes comme l'Italie, par exemple, etc., qui peuvent, qui ont plus de chances à domicile, comme on l'a vu. C'est-à-dire que là, cette année, ça peut nous sourire parce qu'on reçoit l'Angleterre et l'Irlande, et du coup, ça sous-entend qu'on est obligé d'aller en Angleterre et en Irlande sur la même édition, par exemple, donc et en Italie. Je veux dire, on peut aussi retourner et en Écosse et du coup faire un peu bousculer ce calendrier. Donc c'est pas terrible, et en même temps, je crois que les années impaires, ça nous réussit pas beaucoup. C'est pas ça la théorie? Si, c'est ça. Je crois. Normalement, 2025, c'était un peu une année folle sur le papier, et on a gagné, mais c'était pas prévu. Enfin, c'était pas prévu statistiquement parlant. C'était pas prévu. Souvent, quand tu te déplaces en Angleterre et en Irlande, ça paraît plus difficile. Et encore plus si le modèle ne bouge pas depuis quelques années, ça nous était encore plus défavorable. Donc là, écoute, on va encore prier. On peut faire 3 fois d'affilée. Est-ce que ça s'est fait depuis l'existence du tournoi Destination? J'en ai aucune idée. On n'y est pas encore à 2 fois d'affilée. Donc. Déjà, on va attendre le 2 fois d'affilée, ça serait déjà bien. On va escaper toujours du rugby pour poursuivre, et une info encore qui concerne l'équipe de France. Ouais, toujours le tournoi Destination avec Oscar Gégou qui passe en commission de discipline. Le 3e ligne international du Stade Rochelet devait être entendu ce mardi matin en cause d'un mauvais geste sur le talonneur écossais Ewan Ashman. Les faits se sont produits samedi dernier à Édimbourg lors de la défaite des Bleus 50-40, comme tu l'as rappelé, Adrien. C'est maintenant à une commission indépendante de trancher son sort. Cependant, selon les informations de l'équipe, son audition a été reportée. Elle pourrait finalement avoir lieu mercredi, même si le comité Destination n'a pas encore confirmé l'information. La raison de ce report n'a pas non plus été communiquée. En attendant d'en savoir plus sur ces sanctions, on passe à une décision qui concerne le tennis et une équipe de France, encore une, mais qui est connue cette fois. Ouais, beaucoup de premières pour l'équipe de France du 7 au 11 avril. La nouvelle capitaine des Bleus, Alizé Cornet, a annoncé sa liste pour la Billie Jean King Cup. Si Varvara Gracheva, Diane Parry et Kristina Mladenovic sont déjà capées, Elsa Jacquemot, Léolia Jean-Jean fêteront, elles, leur première sélection. Dans la poule B, l'équipe de France affrontera donc la Roumanie, la Lettonie et la Norvège. Si elles finissent premières de leur poule, il y aura une potentielle confrontation face aux pays arrivés en tête du groupe B, donc Pays-Bas, Turquie, Hongrie ou Géorgie. Enfin, du tennis et du basket cumulé, le cours Philippe Chatrier et le stade Roland-Garros accueilleront la crème nationale du basket féminin et masculin les 19 et 20 septembre prochains. La Fédération française et les ligues nationales masculines et féminines ont annoncé hier l'organisation du match des championnes le même week-end que la Supercoupe LNB. La Supercoupe LNB lancée en 2025 regroupe le champion de France de Betkick Elite, le champion de France d'Elite 2, le vainqueur de la Leaders Cup et le vainqueur de la Coupe de France. Le match des championnes LFB, créé en 2014, se joue entre les championnes de France et les vainqueurs de la Coupe de France. Ouais, une compétition, un match qui avait permis à l'ESBVALM notamment de disputer, de jouer des titres. n'avait pas toujours souri aux Villeneuvoises. Merci Baptiste pour ces news, ce tour d'actu. On va parler d'un sujet maintenant qui te tient à cœur. On avait fait ce hors-série en début de saison. Il faut revenir aussi à qu'est-ce qu'on s'est dit en début de saison pour parler de biathlon. Je sais pas si tu t'en souviens. Je pense qu'on avait commencé à faire des pronos qui marchent pas trop mal, puisqu'on va revenir sur la Coupe du Monde de ce sport magnifique qui nous sourit beaucoup à nous Français. Le week-end dernier, c'était la reprise avec l'étape de Kontiolahti en Finlande. Et on peut dire que là encore, ça s'est pas trop mal passé pour le contingent français. Sur ces neiges de Finlande, par contre, c'est les Suédoises qui s'étaient bien repris. On a vu les sœurs Elvira et Anna Heuberg faire un doublé d'abord sur l'individuel, victoire d'Elvira devant Anna. Elvira qui a pris la deuxième place devant une autre Suédoise, Anna Magnusson, sur la mass start. C'est Julia Simon qui a privé les Finlandaises d'un autre doublé. Et du côté du relais, les Suédoises l'ont aussi emporté chez les femmes devant nos Françaises, ce qui n'a pas empêché par contre les tricolores de prendre le petit globe de cristal de la spécialité, ni à Louge en mono. On va parler très prochainement de prendre le petit globe de l'individuel femme pour 2 points devant Anna Magnusson. Donc c'est pas trop mal pour ces dames. Et chez les messieurs, par contre, ça s'est surtout joué entre Norvégiens et Français. C'est simple, ils ont été à chaque fois sur les podiums. Eric Perrault a gagné l'individuel devant Sturla Egrid et Vetle Christiansen sur l'individuel et s'est assuré lui aussi le petit globe de la spécialité. Et il a pris la deuxième place sur la mass start. C'est même schéma qu'Elvira. Sauf que cette fois, c'est Leigrid qui l'a devancé et Vetle Christiansen qui s'est encore contenté de la 3e place. Et les Norvégiens ont signé le 4/5 en relais. Ils ont remporté leur 4e relais de la saison. Les Français ont fini pour la 4e fois derrière les Norvégiens. Et donc, logiquement, le globe est revenu à nos voisins scandinaves.
Voilà, ça c'était pour le petit bilan de cette reprise et on va pouvoir se consacrer aussi à la suite. Il reste 2 étapes. Otepää en Estonie qui arrive ce week-end et Oslo en Norvège. Pour ces dernières... Ouais, t'as informé. C'est vrai que tu fais les immanquables. Donc, j'ai regardé surtout là. Ah, t'es au courant. Pour la suite de cette Coupe du Monde, donc 2025-2026, il y a encore quelques épreuves, il y a encore quelques petits globes à distribuer. Je pense que le premier enseignement, c'est de se dire que au terme de cette reprise, après des jeux aussi réussis pour ces deux-là, Éric Perrault mène toujours la danse chez les messieurs au classement de la Coupe du Monde pour le gros globe de cristal. Et Lou Jean Monod est toujours en tête et les deux ont une belle avance. Si je fais le point comptable pour l'instant, Éric Perrault a 202 points d'avance sur Tommasio Giacomelli dont on va reparler et 276 points d'avance sur Sebastian Samuelsson, le Suédois, qui est 3e pour l'instant au classement général. Et Lou Jean Monod a 176 points d'avance sur Suvi Minkinen et 184 sur Anna Magnusson. Pour vous, là, normalement, pas très difficile, voire quasi impossible de remonter ces deux Français pour signer un doublé historique. Non. Non, t'es pas aussi serein ou non, c'est non. pas possible. Non, il y aura pas de remontée. Enfin, sauf blessure. Le seul problème, on aurait pu se poser la question avec la forme de Jean Monod sur les dernières courses parce que ça a été quand même un peu compliqué. Notamment c'est sur quelle course qu'elle finit 35e, c'est l'individuel. Ah bah, c'est et la l'individuel, 35e voilà. Et elle avait besoin je crois qu'il manquait presque rien pour perdre le globe de l'individuel sur Magnusson, ouais. Donc ça a vraiment, enfin ça a été compliqué pour elle, mais malgré tout, enfin je la vois pas perdre le gros globe, sachant que derrière c'est pas non plus la crème de la crème du biathlon. Voilà, c'est Minkinen et Magnusson, même si j'ai du respect pour ces deux athlètes. Enfin quand même Jean Monod c'est quand même d'une classe au-dessus. Et du côté des hommes, pareil, Perrault. En fait, on a vu Giacomelli déjà, il a eu un problème aux Jeux Olympiques, donc compliqué pour lui de revenir. Je suis même pas sûr qu'il va revenir. A priori non. Tommasio Giacomelli qui a eu comme tu le dis, un couac, il s'est senti très mal, une douleur dans la poitrine lors de la Mastart, la dernière course de ces Jeux Olympiques d'hiver chez lui à domicile en plus. C'est arrêté net, abandon. Il a fait des examens et on lui a diagnostiqué un problème au cœur, à l'oreillette, une malformation qui se déclare à peu près à ces âges-là, a priori dans la vie. Il s'est fait opérer et il doit reprendre progressivement, dit-il et dit-on. Donc il aurait tiré un trait sur les dernières étapes de Coupe du Monde. Donc là déjà on parle de Éric Perrault qui a une avance très confortable et en plus de son premier poursuivant qui est out. Donc là, ça devrait le faire. Voilà. On fait un petit point, mais a priori on est bien là. Ah oui. On est confiant. Maintenant, c'est les petits globes qu'il faut aller chercher. Ouais, alors, encore plus là aussi, Éric Perrault a gagné le petit globe de l'individuel. Il a gagné la Mastart et donc il a déjà gagné. Alors, il a une avance tellement confortable qu'il a gagné aussi ce petit globe. Est-ce qu'il peut faire un quadruplé? Je vais aller revérifier. Pour l'instant, il mène la danse pour ce qui est du petit globe de la poursuite. Il a 11 points d'avance sur Giacomelli et 43 points d'avance sur Sebastian Samuelsson. Donc on va surtout surveiller Samuelsson. Et pour l'instant, c'est Tommasio Giacomelli qui mène au sprint. 309 points. Il a 35 points d'avance sur Samuelsson et 68 points d'avance sur Perrault. Donc pour l'instant, Perrault est derrière Samuelsson au sprint. Mais là aussi, il reste 2 sprints, 2 poursuites, puisqu'il y en aura un de chaque à Otepää et un à Oslo. Est-ce que, à ton avis aussi, vu l'état de forme et les JO très compliqués de Sebastian Samuelsson, il a aussi possibilité de faire le quadruplé? C'est ce que j'allais dire. Il y a eu des JO très 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 compliqués pour Sebastian Samuelsson qui est pas du tout dans une grosse forme. Alors, est-ce que ça peut s'expliquer aussi par la pression d'un tel événement? Je ne sais pas, mais en tout cas, Perrault, il sort quand même de plein de choses positives, plein d'événements positifs, et je pense qu'en plus avec ce petit globe de l'individuel plus le petit globe de la Mastart, ça doit encore plus lui donner du jus et l'envie d'aller chercher ces deux petits globes et enfin créer quelque chose presque d'historique à cet âge-là, parce que je pense que personne n'a fait avant lui à cet âge-là, mais ouais, ça serait quand même exceptionnel pour lui. Ce serait costaud. Est-ce que toi, tu penses, Arthur, qu'il va être dans le calcul, ou est-ce qu'on va voir un Éric Perrault qui va jouer chaque course comme étant une course unique et aller jouer la victoire à chaque fois? Je sais pas trop quelle est sa stratégie, mais j'espère qu'il va tenter d'aller chercher les 4 petits globes pour le spectacle, on va dire. Ouais.
Parce qu'on a vu que le gros globe était quasiment assuré, si ce n'est pas pour dire certain. Donc c'est pour lui, pour se faire plaisir. Ouais, pour rappeler peut-être à celles et ceux qui sont un peu moins initiés en biathlon, une victoire sur une épreuve de biathlon, une course en tant que telle, c'est 90 points, 75 pour le deuxième, 65 pour le troisième par exemple. Et après, c'est plus ou moins dégressif dans ces eaux-là. Donc il y a des écarts un peu importants pour les 5 premières places et après, ça devient quelque chose de très resserré. Donc pour aller regrappiller 200 points, faut y aller. Faut perfer, il faut que l'autre contre-perf, quoi. Ouais, en fait, faut attendre la performance. Faudrait presque espérer un forfait, par exemple, une blessure. Enfin, espérer. Pas nous, ce qu'on espère, mais dans l'adversité, de se dire, bah là, vu la différence, est-ce que même donc du coup, Sébastien Samuelsson, c'est un peu casse-pied pour notre Eric Perrault. Il a encore un petit globe à aller chercher. Lui, il a quand même des objectifs. Est-ce que de ce fait, on va assister à un vrai duel pour autant? Ou est-ce que le reste, les Norvégiens vont quand même continuer à mettre l'accent et non, je pense que vont truster les podiums. Tout le monde va essayer de se démarquer sur cette fin de saison. On voit souvent, notamment les jeunes athlètes qui essayent aussi, ceux qui sont d'IBU Cup, qui sont pris directement sur la grande marche, qui essayent de performer à ce moment-là. Donc tout le monde va essayer d'aller chercher une victoire. Personne ne peut dire non à une victoire. Après, oui, c'est sûr, il y aura plus un combat. On va plus regarder le combat entre Samuelsson et Perrault, même si je pense qu'il n'y a pas vraiment du tout combat avec ce qui s'est passé sur les dernières courses pour Samuelsson. Donc à voir. À voir. Alors, il y aura un peu plus de suspense. Là, on vend pas très bien la partie homme, mais c'est pour mieux finir sur la partie femme. Il n'y a pas énormément de suspense non plus pour ce qui est du classement général. Le Jean Monod, donc je le disais, mène de 176 points sur Suvi Minkinen, qui est pas un cador, qui est pas un poids lourd, qui fait une très belle saison, qui a surtout bien profité de tous ses podiums en début de saison. Pardon, elle a démarré très fort et tant mieux pour elle. Ça se trouve, je parle peut-être trop vite, mais on va la voir aussi parfait les prochains jours. Là-dessus, Anna Magnusson aussi a un peu accusé le coup. J'avais regardé Anna Magnusson, c'est la seule du top 10 avec j'ai déjà plus le nom, il faut que je retrouve l'info, j'écris pas très bien. C'est la seule qui n'a pas de victoire individuelle du top 4, je crois, du top 5 de cette saison. Voilà. Mais après, Magnusson, elle va monter en puissance. On l'a vu sur ses JO, elle a plutôt été constante, et elle a presque failli remporter une médaille, même si quatrième de la Mastart. On a eu une Océane Michelon et Julia Simon qui ont été franchement exceptionnelles sur cette course, et un niveau à ski d'Anna Magnusson qui était un peu moins fort, mais attention dans les années à venir à elle. Après, moi j'attendais beaucoup plus des Norvégiennes qui m'ont beaucoup déçu cette année sur cette saison. On n'a pas eu la confrontation qu'on aime tant entre la France et la Norvège cette année. Bah, pas chez les femmes, en tout cas. Pas chez les femmes, bien sûr. Par contre, chez les hommes, ça a été, mais pas chez les femmes. À 100%. Et donc, du coup, pour revenir sur cette luge en mono, elle a aussi des petits globes. Elle a déjà donc le petit globe de l'individuel pour pas grand chose. Elle est en train de mener le classement du sprint. Elle a 56 points d'avance sur Minkinen et 72 points sur Kirkeide. Maren Kirkeide, tu parlais d'une Norvégienne, par exemple. Maren Kirkeide est aussi à surveiller, j'imagine. C'est la seule qui est dangereuse sur ce format sprint, qui peut vite rabattre les cartes. Et en poursuite, Jean Monod est deuxième pour l'instant à 10 points seulement de Minkinen. Donc là aussi, je pense qu'on va aussi peut-être d'abord surveiller à Otepa Minkinen, j'ai l'impression, plus que Jean Monod. Est-ce que on peut penser comme ça aussi? Pour moi, Jean Monod, c'est surtout mental, que ce soit physique. Quand il va faire une grosse course ou une grosse perf, ça va se débloquer, ça va rouler tout seul ensuite, mais il faut qu'elle fasse cette course, entre guillemets, référence de cette fin de saison. D'accord. Pour toi, on l'a vu un peu ému à la toucher. Après la Mastart. Ouais. Je crois que c'est la Mastart. Ouais, c'est la Mastart. Parce que même la 35e place, ça avait fait ni chaud ni froid, elle avait rempli l'objectif, on va dire. Et pourtant, la Mastart, où elle figure pas trop mal, elle chute dans le premier tour, là, il y a un incident entre ski. Et derrière, elle est pas comment dire, géniale au tir. Mais elle sauve les meubles, elle fait 15e ou 16e. Et pourtant, elle s'est effondrée. Je pense que ça l'a touché de faire 2 performances qui sont bas dans ses attentes pour ses courses de fin de saison.
Donc je pense que, comme tu l'as dit Arthur, il lui manque cette performance cette référence sur cette perf sur majuscule, comme on dit. La perf majuscule qui va lui permettre de tout remporter. On sait qu'elle est régulière, hein. Quand ça marche pour Jean Monod, ça marche tout le temps et il y a aucun problème, on l'a vu cette année. Donc, ça reste la patronne du circuit, en tout cas. La patronne avec Julia Simon qui avec va bien revenir. Et Julia Simon, grâce à sa victoire à la Mastart, elle vient de reprendre la tête du classement de la Mastart. Elle est devant Jean Monod à 45 points devant sa compatriote. Il y a 4 Françaises pour l'instant aux 4 premières places du classement de la Mastart. C'est Julia Simon, Lou Jean Monod, Océane Michelon et Camille Bénet. Camille, elle est un peu loin. Océane Michelon, elle a 54 points de retard sur Simon. On n'est pas à l'abri aussi d'une dernière Mastart un peu folle à Oslo pour ce gros globe. Et ça serait un peu, enfin je sais pas, est-ce que tu serais content si Jean Monod avait les 3 petits globes, que Julia lui pique le 4e? Ouais, après... c'est pas grave. Après, c'est pas trop grave, ça reste du côté français, en vrai. On est chauvin, enfin, moi je suis chauvin en tout cas, et tant que ça passe du côté français, tout est bénéfique. Voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, il y a encore de l'enjeu, il y a encore des belles choses à voir, toujours des Français qui peuvent gagner, performer. Et on va surtout attendre Oslo pour peut-être crier de joie et voir nos 2 Français, Eric Perrault et Jean Monod, réaliser un doublé historique. Jamais deux Français n'avaient chacun gagné ensemble, hommes et femmes, la même année, le gros globe de cristal. Donc ça fait plaisir. Voilà, messieurs, petite pause musicale. Allez. On prend notre souffle. On va arriver après dans la fin de cette émission. On va revenir après en direct avec un moment historique avec Arthur qui nous replonge 50 ans en arrière. Il y a une cinquantaine d'années, l'un des top sons qui passait, qui était dans le Billboard, c'était cette chanson de Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Tu vois, 50, 50. Je fais aussi les connexions. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, c'était Paul Simon à l'instant sur Radio Campus Lille dans le Campus Sport Club. 50 Ways to Leave Your Lover. Voilà, 50 façons de plaquer votre amant. Comme ça, vous le saurez. On est de retour en direct. 23h50, bientôt 51 sur Radio Campus pour finir cette émission, cette 20e de la saison 5 du CSC. Et on va tout de suite passer à un moment histoire. On va se replonger justement 50 ans en arrière avec encore du sport d'hiver. C'est Arthur qui s'en charge. Raconte-nous donc, qu'est-il arrivé il y a à peu près 50 ans? Un moment historique pour les Jeux. Et oui, pour tous ceux qui rêvent de revoir du biathlon ou du Super G après des Jeux Olympiques du Milan-Cortina enchanté, bonne nouvelle, les Jeux ne sont pas finis puisqu'en ce moment se déroulent les épreuves paralympiques. Cette compétition marque donc les 50 ans, comme tu l'as dit, des Jeux paralympiques d'hiver, l'occasion pour nous de revenir sur la première édition. Avant cette Olympiade, la pratique du sport d'hiver pour des personnes physiquement handicapées a commencé à se développer juste après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des blessés de guerre, civils ou militaires, ont voulu retourner sur les pistes. Ces pionniers, représentés par l'Autrichien Sepp Zwinagel, ont poussé au développement du ski fauteuil, appelé ski 3 traces. Celui-ci était alors réservé aux amputés fémoraux, donc avec une amputation entre la hanche et le genou. Cette innovation a fait naître la première compétition de ski handisport en Autriche en 1948. Face au succès qu'elle rencontre, les courses de paraski vont continuer à se développer jusqu'à atteindre les premiers championnats du monde au Grand Bornand en 1974 et 2 ans plus tard, les premiers Jeux paralympiques d'hiver à Örnsköldsvik en Suède. Cette compétition historique, organisée à l'hiver 1976, était un grand pas pour le handisport, mais arriva très tard dans l'histoire. 52 ans après les premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix et 16 ans après les premiers Jeux paralympiques d'été à Rome. Cette première compétition a eu lieu dans la ville d'Örnsköldsvik, comme je l'ai dit, à 500 km au nord de Stockholm, sur la côte est suédoise. Sa particularité, c'est qu'elle n'a pas eu lieu sur le même site que les Jeux Olympiques d'hiver, qui se sont eux déroulés à Innsbruck, en Autriche. Il a fallu attendre la 5e édition et les Jeux d'Albertville de 1992 pour que les 2 compétitions aient lieu au même endroit. Ah, ça se passe toujours en France, les innovations, de toute façon. C'est chez nous. C'est génial. C'est français. La grande particularité de ces Jeux, c'est qu'ils ont principalement eu lieu dans la petite station locale de Paradisskolen. Elle est située à proximité de Örnsköldsvik et à moins d'1 kilomètre de la mer et du golfe de Botnie. De son côté, la ville de 30 000 habitants s'était parée de son plus beau manteau blanc afin de transmettre des valeurs de partage, d'accessibilité et surtout d'inclusion. C'est dans cet état d'esprit que les Jeux ont débuté le 21 février sous les yeux du roi de Suède, Carl XVI Gustaf, pour se clôturer le 28 février, ce qui donne une compétition d'1 semaine comme c'était la norme à l'époque. L'Olympiade a rassemblé 16 pays différents et 197 athlètes répartis en 2 sports, le paraski alpin et le paraski de fond. Ces 2 sports étaient eux-mêmes divisés en 53 courses, regroupant les différentes personnes selon leur type d'amputation ou leur malvoyance.
Le ski de fond était lui divisé en 3 épreuves, le 5 km, le 10 km et un relais 3 x 5 km. Quant à lui, le ski alpin, l'organisation était semblable avec comme épreuve le slalom géant, le slalom et enfin le combiné. Ce n'est pas tout. Pour promouvoir le handisport, une démonstration de patinage de vitesse fut également organisée. Les athlètes assis dans leur fauteuil devaient se propulser à l'aide de pics au bout de leur bâton pour engranger un maximum de vitesse. Comme il y avait beaucoup moins d'athlètes qu'aujourd'hui, de nombreux sportifs ont réussi la magnifique performance de remporter les 3 épreuves dans leur catégorie. Ce fut le cas en ski alpin du Suisse Heinz Moser chez les hommes, et du côté des femmes, pour chaque catégorie de ski alpin, une athlète sortait du lot et remportait les 3 titres à sa portée, ce qui démontre le niveau assez inégalitaire entre participantes. Cette surdomination de certains athlètes se retrouve aussi dans le ski de fond, comme le démontrent les 3 sacres de la star locale Brigitta Sund. Du côté de nos Bleus, la délégation est arrivée en Suède avec 20 athlètes, mais seulement 4 femmes parmi eux. Ce sont ces jeux qui ont été fructueux, puisque 5 médailles ont été glanées par 2 athlètes. Rémi Arnaud s'est emparé de 2 médailles de bronze en slalom géant et en combiné, tandis que Bernard Baudéan a lui pris le bronze en slalom, mais surtout 2 titres, un en combiné et l'autre en slalom géant dans la catégorie 4A, qui regroupe les personnes amputées des 2 jambes à partir des genoux. Baudéan a d'ailleurs une histoire complètement folle. C'était un alpiniste de renom qui a perdu ses 2 pieds et 8 de ses doigts après avoir passé 96 heures dans le froid extrême sur la grande aiguille d'Anzabert dans les Pyrénées. Après cet accident tragique, il ne s'est pas laissé abattre et s'est reconverti dans le handisport. Une reconversion qui lui a réussi puisqu'il a décroché 6 titres paralympiques dans sa carrière. Même des décennies plus tard, il reste le para-athlète français le plus titré et le plus médaillé aux Jeux d'hiver. Grâce à ses performances, les Bleus ont fini à la 8e place, loin derrière le leader, l'Allemagne de l'Ouest, et ses 28 breloques, dont 10 titres. Les Jeux paralympiques de 1976 resteront marquants pour une petite ville suédoise de 30 000 habitants qui a mis un grand coup de projecteur sur l'inclusion dans le sport, et plus précisément dans le parasport d'hiver. Après les 3 médailles tricolores obtenues aujourd'hui dont tu as parlé, toutes d'une couleur différente, je vous invite donc à suivre avec attention ces Jeux paralympiques de 2026 à 4 ans du rendez-vous dans nos Alpes françaises. On a déjà hâte d'y être avec ces JO et JP du coup. Merci Arthur pour ce petit retour dans le temps, 50 ans en arrière. Ça devait être sympa à faire le ski 3 traces. On va pouvoir finir cette émission avec, comme d'habitude, les prochains rendez-vous à connaître et le calendrier. C'est Loïc qui s'y colle dans les immanquables. Votre programme de sport cette semaine avec les immanquables sur Radio Campus. On a démarré avec les premiers huitièmes de finale retour de Ligue des Champions. Il y en a d'autres à suivre demain, Loïc. C'est ça, la groupe aux grandes oreilles continue. La soirée s'ouvrira à 18h45 sur Canal Plus Foot avec le Bayer Leverkusen qui reçoit les leaders de Première Ligue, Arsenal. Dans une des plus belles affiches de ces huitièmes de finale, notre seul club français recevra Chelsea. C'est à suivre à 21h sur Canal Plus, tandis que l'autre gros match du soir, Real de Madrid City, sera sur Canal Plus Foot au même horaire. Enfin, un duel de petits de la compétition. La surprise Bodo Glimt reçoit le Sporting, toujours à 21h et sur Canal Plus Sport. On a parlé de l'équipe masculine du PSG. À noter que demain, leur équipe féminine joue le Classico contre l'Olympique de Marseille à 16h15. Rencontre à suivre sur Canal Plus Foot. Et en parlant de cette équipe du PSG, elle s'opposera d'ailleurs aussi ce week-end, le samedi 14 mars, donc à 18h30 sur la chaîne L'équipe, face à l'OL Lyon dans une première finale de la Coupe de la Ligue. Et ça fait débat, il y a un boycott des supporters, notamment lié à la délocalisation. Jeudi, on reste sur le football, mais on change de compétition. En Europa League, le LOSC reçoit Aston Villa à 18h45 et la rencontre est diffusée sur Canal Plus Foot, tandis qu'à la même heure, mais sur Canal Plus Sport, Strasbourg se déplacera en Croatie pour affronter Rijeka en Conference League. Un peu plus tard, en Europa League, Lyon affrontera sur sa pelouse l'équipe du Celta Vigo. Match à suivre sur Canal Plus. Pour ce qui est de la Ligue 1, on va se résumer à aller au Dauphin nordiste. Lens se déplacera samedi à 17h sur la pelouse du Moustoir à Lorient. Lorient qui n'a perdu. D'ailleurs, je tiens à préciser que 2 matchs en 2 ans quasiment au Moustoir. Est-ce que les Lensois vont perdre des plumes au Moustoir ? Je pense que oui. Biathlon, on va enchaîner avec la Coupe du Monde à Otepa ce week-end. 3 courses du coup à suivre. C'est ça, 3 courses à suivre. 4. Toutes sur l'équipe, mais aussi sur Eurosport. En parlant de sport d'hiver, il faut noter que les Jeux paralympiques se poursuivent jusqu'au 15 mars aussi sur les antennes de France TV. Rugby, on termine ce tournoi destination avec la dernière journée. Et après leur victoire à domicile face aux 15 de France, les Écossais vont vouloir mettre toutes leurs chances de leur côté face à une Irlande à domicile qui se doit de réagir après sa défaite à Rome la semaine dernière. Match à 15h10 sur TF1. L'Italie, elle, se déplacera sur la pelouse du Pays de Galles et tentera de garder sa 4e place
Ce sera à 17h40 sur France 2. Et la France, dans un crunch qui s'annonce bouillant, reçoit donc l'Angleterre à 21h en dernier match, 21h10 même, rencontre en direct sur les antennes de France 2. Ouais, ça va être bouillant tout ça et on finira avec un mot de F1, puisqu'il y avait eu, je l'ai pas dit, le Grand Prix d'Australie inaugural ce week-end remporté par George Russell et Mercedes. Et là, ce sera donc le Grand Prix de Chine, un peu plus au nord, dimanche, comme d'habitude sur la chaîne Canal+, pour les plus matinaux, puisque ce sera à 8h. Avec une course sprint. La veille, samedi, à 4h par contre. Je crois. Ouais, ça pique. Oui, si, c'est 4h, je suis sûr. Et Baptiste sera réveillé. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, juste pour voir Pierre Gasly gagner. Je vais juste voir tes gros yeux. Merci Loïc pour ces immanquables express. Bravo, tu t'en es très bien sorti. Merci Baptiste pour les news. Merci Arthur pour la petite histoire paralympique. J'allais dire olympique, tu vois, j'allais me tromper. Et puis voilà, merci à vous trois. Merci à celles et ceux qui nous auront écoutés jusque-là. Et on va bientôt cesser avec les musiques de la nuit. Le Campus Sport Club vient de fêter sa 20e de la saison 5 et reviendra la semaine prochaine. Même jour, même heure. D'ici là, moi je vous dis, portez-vous bien. Et bye bye tout le monde.